Donc le sujet, vous l'avez lu comme moi, la sécurité dans les immeubles, comment anticiper. Il y a beaucoup de sujets, ils se sont concentrés sur des choses pratiques et pragmatiques liées à notre quotidien de métier de syndic ou du moins de notre activité quand on est dans le monde de la copropriété. François-Emmanuel, je te passe le micro. Alexis, bonne formation. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors, il est 14 heures dans 1 minute. On va véritablement finir à 15 heures ou très légèrement avant pour des contraintes personnelles notamment. Et donc, on réservera quand même un petit temps de questions à la fin au besoin et si on arrive à y répondre également. Le sujet est vaste en fait. On se pose la question initialement, moi c'est souvent sous l'aspect responsabilité. Donc, quelle est ma responsabilité en tant que syndic quand, dans la souscription des contrats et dans la réalisation des diagnostics? Un sujet important. Alexis, d'ailleurs. Oui, alors extrêmement vaste comme sujet. C'est-à-dire que c'était compliqué de circonscrire sur 1 heure finalement le sujet. Donc c'est vrai ce sera l'objet, hein, c'est ce que vous verrez, c'est qu'on a circonscrit ça à la responsabilité au sens large du syndic. On verra quelques exemples. Les contrats, on verra effectivement que sur les contrats, c'est pas si simple que ça en fait. On le verra tout à l'heure. Et puis on fera peut-être un point presse sur la vidéosurveillance, sur la partie caméra dans les immeubles en copropriété, parce qu'on sent poindre une demande de plus en plus forte sur ce sujet. Donc on va évoquer différents axes hein, de cette sécurité au sens large. La nature des responsabilités, ça ira très vite. La nature des contrats, on va faire un petit focus sur les contrats, parce que comme ce que je vous disais à l'instant, en fait, il n'y a pas une liste gravée dans le marbre des contrats, de tous les contrats obligatoires. On a quelques éléments au titre de la réglementation, puisqu'effectivement, obligation égale le texte approprié. Donc on sait qu'on a un corps dur de contrats extrêmement important qui nécessite un contrat, mais on a d'autres contrats qui sont parfois plus suggérés ou conseillés, mais qui n'ont pas forcément force obligatoire au titre d'un arrêté, d'un décret, voire d'une loi. Et c'est vrai que faire la liste exhaustive, en fait, c'est un petit travail de spéologie. On peut s'amuser. Il y a des choses assez étonnantes, vous verrez les exemples à la clé. Et donc ensuite, on regardera après les natures de responsabilité. On fera un point spécifique sur les diagnostics. Il y aura un petit focus sur le salarié, parce qu'il y a salarié et sécurité, c'est aussi un élément important. Et on finira sur la partie de la vidéosurveillance. Voilà. Alors on a choisi aussi de mettre de côté tout ce qui était les cas spécifiques, comme les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, puisqu'il y a des réglementations qui peuvent être très dédiées, très spécifiques aux activités exercées pour les ERP. Et pour les immeubles de grande hauteur, en fait, il y a des contrôles qui sont assez poussés. Alors, juste avant, François-Emmanuel, de manière large, quand on dit sécurité dans les immeubles, petite liste exhaustive, hein, mais effectivement, qui dit sécurité, nous, en tant que mandataire, effectivement, c'est hyper large. Et donc, en fait, si on veut jouer à se faire peur, en fait, on a listé avec François-Emmanuel quelques éléments. Grosso modo, ça pourrait être au sens large la mise en danger de la vie d'autrui, mais de manière très large, pour non-respect des normes de sécurité qui peuvent occasionner pour les occupants des risques. Ça peut être l'absence de contrôle ou de maintenance, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça peut être la responsabilité engagée en cas d'accident grave, ça peut arriver au cours des chantiers. Ça peut être plus généralement la non-exécution de travaux de mise en conformité. C'est qu'on a des obligations sans cesse plus larges, donc ça peut être des refus ou des retards dans l'exécution, sur lesquels nous on a un rôle à jouer et pour lesquels on peut être mis en responsabilité au titre de la sécurité. L'absence d'assurance dommage. Plus largement, ça peut être les infractions relatives au marché et au contrat de travaux, qui ont un sujet sécuritaire au bout, avec sujet de passation, de contrat non conforme. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une mise en responsabilité, de l'acceptation de devis, entre guillemets, alors frauduleux, là on peut tirer un peu la ficelle et jouer à se faire peur. Et je passe sur les notions d'abus de confiance. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, le spectre de la sécurité, il est extrêmement large. Hyper large, ça va des travaux, on gère une communauté au sein d'un immeuble, c'est un peu contraint cette communauté entre différents étages et notre rôle en tant que mandataire est extrêmement prégnant et extrêmement important. Donc François-Emmanuel, sur la partie des contrats, peut-être tout d'abord. Alors, sur la partie des contrats, il faut aussi voir que comme on a des intervenants extérieurs, donc des entreprises, elles-mêmes ont des contraintes vis-à-vis de leur personnel.
donc des contraintes au terme du CHSCT où la plupart du temps, ils leur doivent la sécurité. On pense aux ascensoristes où, en fait, quand on a eu les premiers travaux à faire, il a fallu les distinguer ceux qui relevaient véritablement de la sécurité du personnel et qui incombaient à l'ascensoriste, de ceux qui étaient plus inhérents à l'utilisation de l'ascenseur. Alors, parmi ces contrats, donc, ce fameux ascenseur, ça peut être monte-charge, monte-voiture. Je rappelle que la réglementation relative au monte-charge est la même que pour celle des ascenseurs. Donc vous êtes astreint à un contrôle obligatoire, c'était la loi SAE qui avait mis ça en place, avec un contrat d'entretien et un prestataire agréé. Les visites de contrôle, c'est tout au moins tous les 6 mois, mais ce pourquoi le syndic est appelé véritablement en garantie, c'est le contrôle quinquennal des ascenseurs, qui doit avoir lieu donc tous les 5 ans. À titre d'illustration, je vais donner mon cas personnel. Récemment, on l'a commandé avec un peu de retard, l'ascenseur est tombé en panne, et on m'a reproché le fait de ne pas avoir commandé ce contrôle quinquennal dans les délais et qu'on aurait pu peut-être éventuellement, dans les 2 mois qui se sont écoulés, éviter la panne. Donc c'est un cas de responsabilité. Après, vous avez tout ce qui est en matière de chauffage. Alors chauffage, en fait, c'est très large parce que c'est le chauffage eau chaude par tout moyen de production de chaleur. Tout ce qui est chaudière, générateur de plus de 70 kW, vous devez avoir un professionnel agréé qui l'entretient. De même que tous les systèmes de ventilation, parce qu'on a aussi de l'air pulsé de la même façon, et tous les circuits hydrauliques correspondants. Et là, vous devez, mais comme tout locataire, par exemple, à titre de son appartement, vous devez détenir une attestation de la part de votre chauffagiste d'entretien obligatoire. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on en installe désormais quelques-uns, les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont astreints à la même contrainte, à savoir un contrat d'entretien. Pour les parkings souterrains, puisqu'en fait, il y a aussi les vérifications de détection du CO2 qui peut s'accumuler. Donc de la même façon, c'est une vérification annuelle de ces équipements. Parking, donc porte de parking, barrière, portail automatique, tous ces éléments sont motorisés. Donc là, c'est une vérification tous les 6 mois des portes de parking. Donc il faut faire attention quand on reprend un immeuble notamment à ce qu'il y ait bien ce contrat qui soit mis en place avec un carnet d'entretien qui répertorie toutes les visites qui ont pu être réalisées. Un cas assez particulier, mais sur lequel on a regardé un peu de jurisprudence et c'est assez étonnant, c'est la sécurité des aires de jeu. Alors, ça peut être aussi celle des piscines, vous allez me dire, mais celle des aires de jeu en particulier, c'est une des rares pour lesquelles il y a véritablement une obligation pour le syndic. Et c'est un contrôle initial de conformité, bien sûr, lors de la réception, mais aussi des inspections visuelles régulières et une vérification annuelle par un organisme agréé. Donc faites attention, si vous avez la moindre balançoire ou quoi que ce soit au sein d'une copropriété, sait-on jamais, c'est un des éléments d'équipement sur lesquels vous avez une obligation véritablement. Alors que tous les autres, c'est plutôt recommandé, j'allais dire. Il y a aussi les vérifications afférentes à l'électricité, au gaz des parties communes. Alors ça, on pourrait penser que ça dépend du fournisseur, mais pas nécessairement, parce qu'on peut avoir des installations qui ont été créées notamment pour les chaufferies. Et là, vous devez avoir une vérification du réseau qui soit effectuée, comme tout ce qui est mis à la terre. Donc ça aussi, ça fait partie des vérifications nécessaires à effectuer, au moins quand vous prenez l'immeuble ou si vous l'avez dans l'historique de l'immeuble. Sur ces différents cas, d'ailleurs, on a pu avoir des illustrations de jurisprudentielles. Oui, alors vous les aurez de toute façon, vous les aurez sur les supports hein, qui sera mis à jour. Mais c'est vrai qu'en termes de cas de responsabilité, bon, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'elle est hyper large. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une problématique, il y a forcément, en général, c'est d'abord le syndicat des copropriétaires qui est tenu responsable, hein, parce qu'il est responsable de plein droit. Mais ensuite, par rebond, évidemment, le syndic peut être tenu responsable. Donc en fait, elle a toujours été, hein, les cas de responsabilité, quand on remonte, je crois que le plus vieil arrêt que j'ai retrouvé est de 62, je crois, où déjà, à l'époque, les syndics étaient responsables. Alors,
de manière assez, c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert. Alors je vais passer le premier parce qu'on était plus sur la notion de sécurisation et de contrôle d'accès. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure. Bon, je vous avais mis un cas de responsabilité du syndicat, mais la responsabilité du syndic avait été aussi engagée en cas de retard dans la réparation d'un système de fermeture des parkings qui facilitait les cambriolages, avait retenu la Cour, ou de travaux, de défauts pardon, de travaux empêchant les infractions malgré les avertissements. Donc, il avait été alerté plusieurs fois par les différents occupants et au final, il y a eu des infractions au sein de l'immeuble. Le syndic a été tenu responsable. La Cour de cassation elle confirme que la responsabilité de toute façon du syndic envers chaque copropriétaire est de nature délictuelle. Oui, c'est normal puisque le contrat qu'on a, il est avec le syndicat et pas avec les copropriétaires. Le syndic est responsable pénalement, puisque au titre de la responsabilité, elle est principalement civile, mais elle peut être aussi pénale. Responsabilité pénale pour blessure involontaire. Oui, c'est le tribunal correctionnel de 1962. C'est-à-dire qu'effectivement, notre responsabilité est dans des cas, alors là c'était une blessure involontaire, assez souvent engagée. Surtout ce qui est lié à la conservation de l'immeuble. En fait, faut éviter de lire toutes ces décisions parce qu'à chaque fois, on peut trouver un cas de figure de responsabilité. Mais vous voyez, sur ce qui est entretien courant, responsabilité, alors parfois elle est in solidum, hein, c'est à la fois du syndicat et du syndic, sur l'entretien courant. Sur faute commise par le syndic dans l'exercice de ses fonctions. C'est un peu comme les fonctionnaires, comme le droit public. Il y a les fautes dans les fonctions et hors des fonctions. Bah là, le syndic est responsable. Alors, quand c'est une responsabilité pour faute, évidemment, il faut prouver la faute du syndic, donc la négligence. Il faut qu'il y ait une faute, un préjudice et un lien de causalité. On est tenu et on est astreint au titre de notre mandat à une obligation de moyens. Ce n'est pas une obligation de résultat. D'ailleurs, c'est rappelé aussi par la Cour de casse sur celle que j'ai retrouvée. C'est 2018, c'est assez récent, mais je dirais presque que c'est une notoriété commune. Hein. On n'a jamais eu, on n'aura jamais. Il faut se battre pour de toute façon ne jamais avoir une obligation de résultat dans le cadre du mandat qui nous est confié. Et puis, au-delà de ça, dans ce que vous avez la vie de tous les jours, la vie quotidienne, c'est la faute du syndic qui résulte de sa carence, par exemple, dans la prise en charge de travaux urgents. Donc, en fait, à chaque fois, potentiellement, on peut être au bout. Alors, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, c'était volontaire de faire cette liste-là. C'est pour vous dire que, notamment sur ce sujet sécuritaire, et si on raccroche les wagons notamment à la notion des contrats, quand François-Emmanuel vous a listé finalement tous ces différents contrats, toutes ces différentes typologies de contrôle. Parfois c'est 6 semaines, parfois c'est annuel, parfois ça peut être tous les 2 mois, parfois c'est un contrôle visuel. Ça, c'est un vrai challenge pour nous, parce qu'en fait, la difficulté qu'on a et que vous avez, vous, en tant que syndic au quotidien, c'est le pilotage des contrats. Et aujourd'hui, moi, je me bats, parce qu'on a un éditeur commun sur le sujet. C'est vrai on ne sait pas. Peut-être que vous le faites vous très bien, mais on ne sait pas, malheureusement. Moi, je suis un peu geek dans l'âme, donc sur ces sujets-là, on aimerait qu'on puisse piloter de manière, je dirais, intelligente l'ensemble des contrats, qu'il y ait les bons rappels quand il le faut. Il y a peut-être aujourd'hui quelques éditeurs qui le font, mais à ma connaissance, j'en ai pas beaucoup. Et ça, je pense que c'est un manque, parce que quand on voit justement l'inventaire des cas de responsabilité que j'ai, en fait, c'est un vrai sujet, en fait. Pouvoir bien piloter, être en proaction plutôt qu'en réaction sur le bon pilotage, contrat de chauffage. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à aller en chaufferie pour regarder la tenue du contrat du carré d'entretien de la chaufferie. Alors peut-être qu'il y en a qui adorent les chaufferies, qui passent leur temps dans les chaufferies. Il y en a, c'est pas la majorité. Mais à quand remonte la dernière fois où vous êtes allé en chaufferie avec l'exploitant pour aller voir le carré d'entretien, même si ça commence à être numérisé ou autre. Non, on n'a pas le droit seul, mais on le fait en général avec l'exploitant, parce que de toute façon, on n'a pas les clés. Mais au moins avec l'exploitant, rien ne nous empêche d'aller avec l'exploitant et regarder le carré d'entretien. Mais rien que ça, on pourrait avoir parfois beaucoup d'informations en fait. Alors après, il est censé nous faire un rapport, nous expliquer que si c'est un P2, il a fait le minimum syndical qui lui est autorisé par son contrat. Mais en fait, sur ce sujet-là, de manière globale, derrière, finalement, on l'a vu, c'est notre responsabilité qui peut être engagée, et on a, à mon sens, un vrai travail de mieux piloter, d'essayer de mieux piloter nos outils et nos différents contrats. Alors, qui dit responsabilité dit assurance. Alors, bien évidemment, il y a le contrat d'assurance. Alors, figurez-vous qu'il n'est obligatoire que depuis la loi Elan, en fait.
Jusqu'à présent, il n'y avait aucune obligation, sauf éventuellement dans le règlement de copropriété, à en souscrire. Alors, comme elle était assez systématique dans les règlements de copropriété, on l'a trouvée. Alors, on n'a pas listé tous les contrats, parce que là, il y avait les contrats afférents à la sécurité, mais notamment, il y a des contrats qui sont obligatoires au terme de certaines municipalités, comme la dératisation pour Paris, ou le diagnostic thermique, ce qu'on verra juste après. Donc, pour passer sur la question des diagnostics, parce que finalement, ces deux notions qui sont assez liées, souvent, justement, dans les outils informatiques dont on dispose, on a des calendriers avec des rappels qui sont assez analogues. Et sur les diagnostics, celui qu'on connaît le plus, c'est bien sûr le DTA, donc qui a regroupé toute une série de différents diagnostics qui avaient été initialement créés et modifiés, puisqu'on avait eu d'abord les flocages, calorifugage, puis les faux plafonds dans un deuxième temps, puis après tous les éléments extérieurs susceptibles de contenir de l'amiante. Et le dossier donc a été, on va dire, regroupé à partir de 2012. Cette mise à jour, parce qu'on l'oublie un peu, elle est obligatoire selon les travaux que vous avez pu réaliser au sein de la copropriété, et une communication est nécessaire pour les occupants ainsi que pour toute entreprise qui intervient au titre des travaux. On reçoit régulièrement d'ailleurs des courriers de la part de fournisseurs qui nous demandent, avant même leur contrat d'entretien souscrit, de leur présenter le diagnostic, le dossier technique amiante. La mise à jour, s'il y a de l'amiante, elle est tous les 3 ans. Je vous mets au défi de la réaliser tous les 3 ans dans les cabinets. Moi-même qui suis assez exigeant, on ne le regarde pas nécessairement. Le document est relativement complet et parfois a nécessité plusieurs visites, puisqu'on n'a pas pu contrôler tous les aspects de l'immeuble, puisqu'il faudrait aussi le réaliser dans des endroits où nous avons peu d'accès, comme par exemple la trémie d'ascenseur ou la chaufferie, donc exclusivement avec l'exploitant. Mais là, on a un point qui est quand même très important. J'attire vraiment votre attention sur celui-ci. On l'a réalisé initialement, on l'a gardé en mémoire et on n'a rien qui nous permet de le réactiver. Donc il faut réaliser régulièrement des campagnes pour vérifier dans tous ces immeubles, en particulier ceux qu'on a repris de confrères, si en effet le processus est rentré. Je ne connais pas de société qui propose d'ailleurs un renouvellement automatique sur ce type de contrat. Le constat des risques d'exposition au plomb. Alors c'est un élément qui est assez important, c'est lié au saturnisme. Il est obligatoire pour tous les immeubles construits avant 1949. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agissait de peintures qui contenaient du plomb, donc il y avait un fort pouvoir accrochant, et de ce fait-là, il n'a plus été utilisé par la suite pour des raisons évidentes de sanitaire. Donc il a une durée, une validité qui est illimitée. Pour autant, bien évidemment, en cas, la plupart du temps, ce plomb a été recouvert par différentes couches de peinture ou de papier peint ou tout revêtement. Et il se peut qu'au bout d'un certain temps, il y ait eu des dégradations sur ces revêtements et que finalement, vous mettez à jour à nouveau du plomb. En particulier, j'allais dire, c'était dans les escaliers de service, les toilettes, enfin tout ce qui les toilettes communes, tous les lieux où il y a beaucoup de passages et dans lesquels il y a un caractère un peu enfermé, c'est-à-dire un local dédié. C'est pour ça que je pense aux toilettes, parce que ça va être un endroit où, en effet, vous allez trouver un taux de concentration très important par rapport au mètre carré. Donc, et là, dans ce cas-là, il y a certaines autorités régionales de santé qui requièrent, alors ça, il faut connaître sa propre réglementation dans sa région, qui requièrent des diagnostics plus réguliers sur le CREP. Et donc, la plupart du temps, c'est tous les 3 ans. Alors, moi, je ne connais pas non plus quelqu'un qui refasse des crêpes tous les 3 ans. Pour autant, voilà, ça fait partie de ces obligations que l'on oublie. Autre diagnostic très important, avec des régions qui sont extrêmement concernées et qui emporte aussi une obligation de communication à la préfecture, c'est le repérage des termites. Pendant longtemps, ce diagnostic, c'était les insectes xylophages, donc ça recouvrait énormément de sujets. Et puis finalement, il y avait certains, capricornes, vrillettes, qui certes étaient dégradantes, mais pour autant n'apportaient pas autant de contraintes qu'une termite. Et donc il y a des régions entières, comme dans les Landes notamment, qui sont très infestées, ou la région de Nantes, partout où on faisait venir du bois d'Afrique d'ailleurs. Et donc ça entraîne une vérification en fait, qui peuvent être délimitées par un arrêté préfectoral, donc ce n'est pas nécessairement dans toutes les communes. Et là, pareil, il faut qu'il y ait eu un accès à toutes les parties communes pour le contrôleur, ce qui implique aussi la visite de la charpente, chose qui n'est pas nécessairement faite.
Sachant qu'aussi la termite, ça c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, elle pouvait aussi concerner les immeubles en béton. Donc il peut y avoir une infestation des immeubles en béton. Donc on préconise, il n'y a aucune obligation pour les termites de devoir le faire régulièrement. Pour autant, dans votre obligation de vigilance, il vaut mieux quand vous savez que le quartier, par exemple près du Panthéon, les rues sont plutôt infestées. Si vous êtes dans ces zones-là, on vous recommande vivement de le faire régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'infestation qui se produise, sachant que la termite a un déplacement qui n'est pas très rapide, donc vous pouvez imaginer les faire éventuellement tous les 5 ans. Alors toutes ces mesures, il faut quand même le rappeler, et ça, je ne suis pas sûr non plus que beaucoup les tiennent, ça rentre dans un carnet d'entretien. Alors le carnet d'entretien dématérialisé qu'on peut fournir sur nos sites internet, bien sûr, mais normalement, ça doit être aussi dedans, donc chacune de ces diagnostics, et le registre de sécurité. Donc de la même façon, c'est un document qui est rarement tenu, pourtant tous nos partenaires le proposent. Et j'allais dire, un peu dans tous ces aspects-là, c'est-à-dire les contrats dont je vous parlais tout à l'heure, les vérifications, les diagnostics, les bons de visite dont on doit justifier, bien sûr la dématérialisation apporte énormément de choses. Donc on sait très bien qu'à l'avenir, on pourra capter ces informations de façon plus simple et on pourra les tenir de façon, on va dire, plus régulière et les communiquer éventuellement, ce qui fera partie du package qu'on doit communiquer lors d'une acquisition, parce que la termite, bien évidemment, celui qui vous met en responsabilité, c'est l'acquéreur qui n'était pas informé. Et sur le carrière d'entretien, alors c'est vrai que le carrière d'entretien, je pense que je ne veux pas dire que c'est la plus grosse escroquerie, mais c'est le plus grand échec de notre profession en fait sur le sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne sais pas si parmi vous êtes extrêmement à jour et vous avez des carrières d'entretien extrêmement bien fournies, extrêmement bien renseignées. Mais en fait, je pense que collectivement, on n'a pas forcément été, je pense, très bon sur le sujet. Parce qu'effectivement, je parlais de pilotage tout à l'heure. En fait, on devrait gérer depuis 2001 nos immeubles avec le carnet d'entretien. C'est ce carnet qui devait être à l'époque notre outil de pilotage. Alors aujourd'hui, c'est à minima un outil d'information, parce qu'on s'en sert uniquement pour les mutations, mais ce n'est pas du tout un outil de gestion. Et ça, je pense que c'est notre grande erreur. C'est pas que je fais le parallèle avec le carnet d'information de logement, cette espèce d'ovni là qui est arrivé de l'autre côté pour les autres professions que le syndic, parce qu'il n'est pas applicable sur la partie copro. Mais je pense qu'à terme, il faudrait ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un thème à l'UNI sur la manière de mieux piloter et de mieux gérer avec le carnet d'entretien. Alors peut-être que demain on aura des super carnets dématérialisés et que nos éditeurs nous sortiront des merveilles. Je n'y crois pas trop. Ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment, mais ça devrait, c'est grâce normalement avec ces outils qu'on devrait être en capacité d'avoir effectivement c'est l'ensemble de ces listes, l'ensemble de ces contrôles, les fameux rappels pour les contrôles, 6 semaines, 6 mois, 2 mois, le contrôle visuel, etc. etc. Alors, je rappelle que réaliser des diagnostics, gérer les contrats d'entretien, ça relève de notre mission de syndic. Vous n'avez pas le droit à prendre d'honoraires. Quand il y avait, en tout cas depuis le contrat Allure, avant, il est vrai que la tradition faisait qu'on prenait des honoraires lors de ces renouvellements. La partie complémentaire, voilà. Donc tout ça est interdit. Pour autant, moi je vous invite vraiment à faire des campagnes, parce que c'est la seule façon vraiment de traiter tout par le fond. Vous prenez tout votre liste d'immeubles et vous la déroulez et vous regardez si dans ces points-là vous êtes bien à jour. Il y a un grand spectre de responsabilité, c'est celui du salarié. Alors le salarié, c'est un peu comme l'incendie, c'est-à-dire que le jour où vous savez qu'il y a un salarié qui a eu un accident, vous n'avez qu'une peur, c'est que l'inspection du travail débarque et vienne vous contrôler. Donc là, vous êtes vraiment, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous connu cette situation-là, où il y a eu un accident d'un des personnels du syndicat de copropriétaires. Et donc, pour le prémunir, il y a un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, DERP, qui a été mis en place en 2001. Il est obligatoire dès le premier salarié. Alors, qui dit salarié, ça peut être employé d'immeuble, gardien, ça peut être tout type de prestataire qui intervient au titre d'un contrat de travail. Il doit recenser et évaluer les risques. Donc, par exemple, la chute de plein pied, tout ce qui est manutention des conteneurs, les produits d'entretien. Donc le mélange fameux de l'eau de Javel avec d'autres matériaux, comme ça on est certain de pouvoir avoir un petit problème. Exposition au bruit, on le néglige souvent, mais il y a beaucoup de loges qui sont à côté d'une machinerie.
et auquel cas il peut y avoir des risques de trépidation, de machines ou de roulis, et qui fait qu'en effet, ils sont exposés à des problématiques de bruit, au gaz bien évidemment, enfin tout type de risques auxquels ils sont exposés. Alors ça peut être des risques aussi vis-à-vis des copropriétaires, c'est-à-dire la gestion de risque du copropriétaire, il faut aussi la mentionner. Donc ça fait partie comme ça et donc les règles en face, vous devez avoir le type on va dire d'évaluation du risque, s'il est plus ou moins élevé. Il le sera peut-être moins dans la gestion de conflits, il le sera plus pour les produits d'entretien. Et après, le moyen d'y remédier. Vous avez ce risque-là, ben, écoutez, on vous prévoit de la formation, on vous prévoit des équipements de sécurité, on vous prévoit de maintenir les lieux éclairés, ventilés. Enfin, il y a toute une gamme de préconisations que vous retrouverez assez facilement. Toujours dans cet aspect-là, et qui fait vraiment partie du DUR, c'est que vous êtes obligé, si vous relevez un risque, d'y remédier. Parce que si vous mettez le doigt sur un escalier qui est mal entretenu ou qui est cassé, ou une rampe d'escalier qui manquerait, ou n'importe quel type de dangerosité, typiquement remplacer une ampoule hors d'atteinte de l'échelle, alors ça peut le mettre en danger et votre responsabilité pourrait être engagée. Donc le pendant, c'est la formation. Donc il faut absolument former ses salariés. Alors là, pour le coup, de la même façon, ça ne rentre pas dans les honoraires. Néanmoins, moi, je ne le cache pas, c'est un travail qui est colossal. Donc, on a de très, très bons partenaires sur le salon qui peuvent vous prévoir des formations pour les gardiens. Alors, attention, elles doivent être très régulières, notamment pour tout ce qui est habilitation électrique. Un gardien, gardienne ne peut pas remplacer une ampoule sans cette habilitation électrique. Pareil pour les disjoncteurs. Remettre en route un disjoncteur est considéré comme une intervention de nature électrique. Remplacer les plombs. Alors, il y en a de moins en moins, mais quand même. Donc, il faut faire très attention à l'habilitation électrique qui vaut 3 ans. Donc, il faudra bien attention à la renouveler aussi régulièrement. Et vous avez donc d'autres types. Alors, en fonction des équipements aussi, ça peut être très variable, parce que quand il y a une chaufferie, alors on n'a pas le droit d'y accéder, mais pour autant, il peut y avoir de la production de chaleur, donc faire attention, l'ascenseur bien sûr, mais aussi des éléments qu'ils utilisent au quotidien. Ça peut être une tondeuse, quand dans le contrat, il est prévu qu'il y ait une tondeuse, des broussailleuses, donc des éléments spécifiques. Il faut faire bien attention et bien les répertorier dans le DER et éventuellement prévoir des formations dédiées. Alors ça vous permet de les faire passer aussi, parce que les AGFOS prennent en charge ces formations, donc ne pas hésiter. Ça crée un lien avec la gardienne ou le gardien, parce qu'en fait, souvent les formations peuvent être dispensées au sein de votre société. Donc ça permet aussi de les voir et de parler de ces sujets-là. Ça valorise beaucoup leur métier, bien évidemment. Et je pense que c'est véritablement, de toute façon, comme tous les sujets de formation, comme on peut le voir aujourd'hui, quelque chose qui vient apporter de la valeur ajoutée dans la gestion des biens. Alors la gardienne, elle a aussi, c'est comme sous-salarié, vous avez une obligation de visite médicale. Alors maintenant, elle a beaucoup dévié cette visite médicale, on sait bien ce qu'il en est, maintenant on est à 5 ans, putain de temps c'était tous les ans, mais c'est aussi à toutes les reprises. Une gardienne qui s'est arrêtée pour une raison maladie de plus de 6 mois, elle doit avoir une visite de reprise. Ça, c'est les seuls véritablement qui sont déclenchés automatiquement par la médecine du travail. Et quand je vous ai parlé des équipements de protection individuelle, là, véritablement, il faut faire très attention. Il faut qu'elles soient pourvues de chaussures dédiées, de masques, de gants de sécurité, de protection auditive quand en effet ils doivent utiliser cette fameuse tondeuse. Mais il faut faire bien attention parce que si vous n'avez pas la preuve comme quoi vous lui avez fourni ces éléments et qu'elle a un accident, c'est véritablement un problème. Moi j'ai une gardienne. Elle est descendue, elle avait un râteau pour extraire ce qui sortait d'un vide ordure et elle était en tongs et bien évidemment le râteau, les dents du râteau lui sont passées au travers de la tongue. Et nous avions bien acheté des chaussures de sécurité qu'elle n'a jamais mises. Mais vous imaginez bien que vous êtes tout de suite contacté par l'inspection du travail qui se demande pourquoi elle a pu avoir ce type de problème. Ne serait-ce que sur les achats de fournitures, oui, il faut acheter ça sur des sites spécialisés aussi, hein, et pas faire de la commande impulsive dans des sites asiatiques. Parce qu'en fait, il y a ça aussi sur ces sujets-là, hein, sur les matériaux. Normalement, c'est du NF. Il ne faut pas commander n'importe où ses gants, n'importe où ses chaussures de sécurité. Ça peut paraître bête, mais on peut avoir des surprises. Sur la protection des employés, on en vient. Hein.
responsabilité forcément du syndicat, mais responsabilité du syndic. Hein. Responsabilité, alors, civile et pénale. Là, on vous mettra, enfin, vous aurez sur le support responsabilité civile retenue lorsqu'une gardienne agressée n'est pas protégée. Mais sa responsabilité du syndic pénal direct en matière de harcèlement exclut, sauf cas spécifique. On a des cas où ça a pu être le cas, mais là c'est un arrêt de la Cour, carrément on est passé en cassation chambre criminelle en 2017. Après on était sur les obligations afférentes au logement de fonction. Oui, alors bien évidemment, à partir du moment, la gardienne, la plupart du temps, celle de catégorie B, occupe un logement. Et là, vous avez toutes les obligations qui sont dédiées au logement, bien sûr, du salarié. Donc parmi celles-ci, parce qu'on l'oublie quand même souvent, c'est une obligation de délivrance d'un logement décent. Donc derrière, vous avez toute la question énergétique qui est recouverte par cela. Donc les loges qui sont pourtant au rez-de-chaussée et dont on sait très bien que ce sont les locaux qui sont le plus affectés par des étiquettes, on va dire, très dégradées, eh bien, sont concernés. Donc ne pas oublier quand vous remettez un nouveau salarié de faire bien sûr le diagnostic de performance énergétique pour savoir où vous en êtes et puis essayer de réaliser quand même les travaux avant que le milieu soit occupé. C'est quand même vraiment préconisé. Alors, on pense souvent que c'est du travail qu'on se rajoute, mais c'est en fait beaucoup de précautions qui sont nécessaires. Et on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir pris des précautions. En revanche, on reprochera toujours la problématique que vous aurez avec la gardienne dont la loge n'aura pas été rénovée. Il y a une obligation de rénovation aussi des loges qui est tous les 3 ans. 3 ans. Ouais. Voilà, 3 ans. Alors là, je vous défie aussi d'avoir des factures tous les 3 ans de remise en peinture de la loge. Alors ça dépend de la superficie, je ne rentre pas dans les détails, mais ça dépend de la superficie, du nombre de pièces. S'il n'y a qu'une seule pièce, bien sûr, l'entretien est beaucoup plus fréquent. Mais en tout cas, ça ne peut pas excéder 10 ans. Moi sur Paris, c'était dans mon immeuble, je crois que ça n'avait pas été fait depuis 15 ans, je crois. Ça a été fait il y a 2 ans, mais ça n'avait pas été fait. Je suis sûr que ce n'est pas un record. Oui, je pense. Non, je ce pense n'est que pas c'est pas un record. record. Non, je pense pas. Et bien sûr, la problématique, elle arrive le jour où la gardienne va solliciter son départ à la retraite. Évidemment. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un petit levier pour soit des remboursements, soit une problématique de rester dans les lieux. Et la procédure est beaucoup plus compliquée parce qu'une gardienne qui reste dans les lieux est considérée comme un occupant sans titre. Or, même l'occupant sans titre doit avoir un logement qui soit conforme. Donc vous partez dans des considérations qui sont véritablement compliquées. Donc il ne faut pas confondre, parce que je vois certaines réticences, il ne faut pas confondre la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la nôtre. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Et moi, je ne veux pas que votre problème devienne le mien, en fait. Donc il faut faire très attention dans tous ces sujets-là, à être vigilant et à dire la vérité. Voilà, il faut l'assumer parfaitement. Il y a aussi des diagnostics plus ponctuels. Alors plus ponctuel, oui. Alors plus ponctuel en cas de travaux, c'est le fameux le RAT, le repérage amiante avant travaux. Et ça, au titre des travaux de rénovation énergétique, ça il faut y penser. Et il faut y penser notamment bien y penser quand vous avez votre AMO et votre maître d'œuvre. À bien penser à le chiffrer bien en amont, en préalable, pas une fois que les travaux sont votés. Parce qu'on a des cas de figure, ça est arrivé sur un des immeubles qu'on a dans le centre de la France. Ils avaient voté malgré tout une enveloppe, mais comme toujours, l'enveloppe n'était pas suffisante. Il y avait 5-10% d'imprévus. Sauf que finalement, il s'avère qu'il y avait du plomb derrière et que les travaux, les travaux pour la suppression étaient beaucoup plus importants que ce qui avait été estimé. D'où l'importance de vraiment le RAT, là, notamment au titre de la rénovation énergétique. Enfin, on va être censé en faire de plus en plus. Soyez hyper vigilants avec vos AMO et vos maîtres d'œuvre. Vous le mettez en gros en gras parce que ça peut passer à la trappe. Alors, pas partout. Nous, on a été confrontés chez nous. C'est pas forcément drôle. Alors que derrière, ça avait été bien géré, mais comme toujours pareil, hein, il y a un surcoût. Le surcoût, forcément, on dit non, c'est toi syndic. Fallait mieux t'en préoccuper avant. Donc, soyez assez vigilants là-dessus. Ça, mine de rien, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc, le RAT, vous l'avez, c'est l'arrêté de 2019 qui avait été mis en place. Pareil, sur les travaux, attention, parce que là, on est dans ces phases de travaux, il faut aussi avoir les éléments de sécurité relatifs aux entreprises qui interviennent. Donc, c'est pour ça que vous avez des coordonnateurs de sécurité. Mais vous avez, par exemple, moi j'ai eu la problématique d'un échafaudage. Le 29 août, inspection du travail, est-ce que vous pouvez venir nous voir?
les échafaudeurs, en fait, de qui s'agit-il? Parce qu'il y a quelqu'un qui est manifestement travaillé au noir. Donc, est-ce que vous pouvez nous justifier de son identité, etc. Et j'ai dit, en fait, l'échafaudeur, forcément, c'est sous-traité et j'ai pas eu connaissance de la sous-traitance. Elle m'a pas été énoncée. Pas déclaré, oui. Mais en fait, les échafaudages sont réputés comme n'étant pas on va dire, comme l'objet principal de l'entreprise qui intervient pour le ravalement. Et donc, il aurait fallu que je vérifie aussi les conditions d'accès de ces entreprises. Donc, ça ne fait pas partie vraiment des diagnostics, mais des précautions à prendre parmi la phase documentaire d'un préalable aux travaux. Alors, on ne pouvait pas ne pas parler du diagnostic structurel, parce que forcément le DSB, c'est comme ça que je l'appelle, mais bon, c'est comme ça que je pense qu'il va finir par s'appeler, le diagnostic structurel des bâtiments, qui a été mis en place par la loi Elan, vous le savez toutes et tous. On a eu les derniers décrets cet été, notamment sur la partie qualification. C'était un décret du 12 août. Juste pour rappel de ce diagnostic structurel, obligation de diagnostic structurel pour certains immeubles de grande hauteur, pour tout ce qui est ouvrage qui présente des risques particuliers. Donc ça concerne tout immeuble collectif, donc c'est à la fois les monopropriétés et les copropriétés. D'ailleurs, un petit aparté sur les monopropriétés, j'ai fait l'inventaire, c'est le seul cas de figure où le bailleur il a le droit à tous les diagnostics. Donc si vous avez des beaux petits collectifs en monopropriété, obligé de faire un DPE individuel, obligé de faire un DPE collectif, obligé de faire un diagnostic structurel et obligé de faire un audit s'il veut vendre. Ce cas de figure, il coche quasiment toutes les cases de tous les diagnostics. Donc sur cette partie diagnostic structure, donc on a eu le décret là au mois d'août 2025. Je passe un petit peu de temps comme c'est quelque chose qui est très récent. Donc ça concerne tout immeuble d'habitation collective. Alors il faudra attendre. Alors c'était en vigueur dès le lendemain de la publication. Il faudra évidemment attendre que la commune détermine les secteurs définis par ce diagnostic structure. Aujourd'hui, on n'a pas encore connaissance de communes qui ont adopté ou qui ont circonscrit différentes zones au sein de leur ville. Même si on peut penser que, je pense à Toulouse et à Bordeaux et à Marseille, ils vont peut-être décocher en premier la flèche. Donc ça, c'est un élément important puisqu'on va parler évidemment de sécurité, puisque c'est de la structure du bâti dont il s'agit. Alors, mauvaise nouvelle pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de diagnostiqueurs aujourd'hui qui faisaient des plans pluriannuels de travaux. Donc vous êtes tous lancés à cœur perdu sur des plans pluriannuels de travaux. Alors on nous dit effectivement dans la loi que le plan pluriannuel de travaux peut valoir diagnostic structure. Alors le peut valoir est intéressant. Quand on lit les dispositions du décret et la manière dont ça a été rédigé, je pense qu'il y a très peu à date de plans pluriannuels de travaux qui valeront diagnostic structure. Parce que quand on regarde aujourd'hui le décret qui est sorti, on est sur un constat visuel. Et puis on nous dit que potentiellement, donc si c'est visuel, c'est-à-dire que derrière, il faudra appeler un bureau de structure, bureau d'études. Donc non seulement on a fait un projet de plan pluriannuel de travaux, on va faire un diagnostic structure et potentiellement il faudra faire en plus appel a posteriori à un bureau d'études. Donc en fait l'exercice pédagogique vis-à-vis des copropriétaires, il va pas être simple à opérer. Donc ça, je vous mets entre guillemets un petit peu en garde sur le sujet. Donc vérifiez bien auprès de vos différents opérateurs. Alors effectivement, une des conditions, c'était la formation du diagnostiqueur qui est en capacité, ça c'est la première chose, en capacité de réaliser ce diagnostic structure. Beaucoup l'ont, mais pas tous. Et sur les plans pluriannuels de travaux, aujourd'hui à date, moi, les quelques prestataires, parce qu'on en a lancé quelques centaines, aujourd'hui, ne sont pas un bon nombre quasiment aujourd'hui, l'ensemble des plans pluriannuels ne valent pas diagnostic structure. Donc ça, c'est quelque chose d'assez complexe. D'autant que sur la mise en place, donc une fois que ce sera adopté par la commune, vous, en tant que syndic, donc la commune nous notifie effectivement le fait qu'effectivement telle zone dans telle ville sera soumis à diagnostic structure, que le rapport du diagnostiqueur il inclura une analyse générale du bâtiment, il décrira les désordres structurels éventuels, il listera les travaux réalisés, il proposera si nécessaire des mesures correctives ou des investigations complémentaires. C'est ce que dit le texte. Vous, en tant que syndic représentant le syndicat ou le propriétaire, aura 18 mois après la notification officielle de la commune pour transmettre le diagnostic. Donc, grosso modo, il faut le faire sans délai. Donc ce dispositif complète les diagnostics techniques existants et donc ça vise évidemment à renforcer la sécurité des personnes, des occupants et des tiers.
Alors un point important, c'est que sur cette partie, je dirais, communication de la mairie, le texte nous dit, je vous le fais en cours, c'est dès lors qu'il n'arrive pas à récupérer les données, enfin grosso modo les adresses du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, ce qui me paraît aujourd'hui un peu compliqué, la mention sera faite par voie d'affichage. Par voie d'affichage, donc ça veut dire potentiellement, quand il va falloir se taper potentiellement toute la liste des arrêtés municipaux pour s'assurer qu'il y a telle zone, ça pourra arriver, hein, il y a des zones qui auront été définies, mais la commune n'aura pas votre adresse. Alors l'adresse d'un propriétaire, on peut l'imaginer, l'adresse d'un syndicat des copropriétaires, alors il faudrait que... Ouais, il faudra qu'il ne soit pas dans le registre, il faudra qu'il ait échappé à toute règle. Mais quand on nous dit que c'est ce qui vaut affichage en droit public, ça veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que potentiellement, dans certains cas, il faudra penser à vérifier l'affichage. Donc, pardon. Pour ce qui est de ce que doit faire le diagnostiqueur, en fait, la compétence, c'est des compétences assez larges. Je vous les liste très rapidement parce qu'il y a 8 points. Il doit être compétent sur tout ce qui est mode constructif traditionnel et contemporain, en gros œuvre, second œuvre. Il doit opérer l'évaluation de la stabilité et la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structure et infrastructure, tout ce qui est descente de charges, fondation, etc. Il doit être compétent sur tout ce qui est produits de construction, matériaux de construction, équipement, tout ce qui est évidemment pathologie du bâtiment et tout ce qui est équipement lié aux risques provenant du sol ou de l'environnement, etc., etc. Alors je vous les passe parce que c'est un inventaire d'après-guerre. Donc aujourd'hui à date, ce que je peux... vous l'avez certainement déjà fait, mais c'est vis-à-vis du plan pluriannuel de travaux, potentiellement, on va avoir non pas quelques soucis, mais c'est simplement faire avaler la pilule et dire aux copropriétaires qu'après leur avoir dit qu'effectivement, en plus du DPE collectif de l'époque, en plus du DTG, il y avait un plan pluriannuel de travaux et qu'il va y avoir potentiellement un diagnostic structure qui sera complété potentiellement par une analyse d'un bureau d'études, pardon. Donc soyez vigilants sur ce sujet. Fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Je pense que beaucoup de quartiers ont du mal à se rénover et le fait qu'il y ait un diagnostic nous permettra quand même de nous dégager d'une certaine responsabilité ou du moins du fait de ne pas nous être préoccupés de la santé du bâtiment. Il faut le voir parfois aussi sous un bon aspect. Alors, sous un bon aspect, alors toujours pareil, hein, mais quand on regarde, le diagnostic que je préférais, c'était le DTG, le diagnostic technique global, parce que je pense qu'il était autoportant, il disait ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et quand on regarde, ce que préconisait le diagnostic technique global, finalement on aurait pu s'en sortir avec une sorte de diagnostic global, puisque dedans on nous disait que le diagnostic, c'est une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs. Donc quand on parle d'état apparent, on peut sous-entendre qu'effectivement, il y a le sujet de la structure est embarqué et l'état apparent, s'il y a une fissure, on voit bien que l'état apparent, il ne convient pas. Donc je pense que ça aurait été assez autoportant. On parlait d'état technique de l'immeuble et des équipements communs au regard des obligations légales. On parlait d'analyse de la gestion technique, ça à la limite, c'est pas terrible, et une évaluation sommaire et la liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé, de la sécurité des occupants et la réalisation des travaux d'économie d'énergie. En fait, le DTG, pour moi, il aurait dû valoir déjà, c'était déjà en tant que tel un diagnostic structure. Ouais. Ça n'a pas été le cas du pouvoir législatif et réglementaire, mais c'était la réponse aussi à des situations qui ont été connues et dramatiques, et donc c'était un peu le... Alors c'est vrai que les DTG, on n'en a pas fait énormément, c'est sûr. Mais... Quand on regarde un peu plus, alors j'avais pas tourné les slides, mais vous les aurez avant même celle-ci, on avait été interrogé sur comment prévenir les risques au quotidien. Là, c'est pas affiché, mais faire attention à la gestion des accès, à l'éclairage, à la signalétique. Ce sont des points importants parce que dès qu'il y a une chute, bien sûr, elle vous sera reprochée. Donc le débarras des encombrants, le débarras des couloirs. Souvent, on est obligé de faire ces correspondances un petit peu de rappel élémentaire, mais ce n'est pas que pour des raisons d'entretien, c'est pour des raisons de sécurité. Pareil, tout ce qui est nuisible, donc la dératisation dont je parlais tout à l'heure, mais les cafards, les punaises de lit, dès qu'on nous l'a signalé. Quand je dis dès qu'on nous a signalé, le plus important pour un syndic, c'est que dès qu'il a eu la communication de l'information, il doit agir et pas trop se poser de questions. Parce que c'est à ce moment-là que sa responsabilité est d'engager. Tant que vous ne savez pas, on peut déjà un peu plus loin. Et puis ne pas hésiter à se faire assister par un expert.
Alors ici, vous en avez beaucoup, hein, que ce soit en détection incendie ou que ce soit pour des raisons plus techniques. Mais voilà. Et puis vous avez aussi moi j'aime bien. Je l'avais mis chaque année. Enfin, j'avais mis sur une phase générale dans tous les immeubles une année. C'était la vérification des toitures. Pourquoi? Pour prévenir la chute d'éléments. J'ai eu des poteries qui sont tombées moi sur une personne. Donc bien évidemment, pareil. C'est quand même quelque chose qui est abominable à vivre. Donc tout ce qui est vérification de toiture, d'entretien, avec le vent, avec les intempéries que l'on connaît désormais, sincèrement, je vous préconise de mettre systématiquement à l'ordre du jour, enfin du moins de le mettre au moins une fois sur une campagne annuelle, la vérification des toitures par un couvreur, parce qu'en fait, il y a un sac poubelle qui vient s'accrocher sur un élément, qui vient l'emporter. C'est tout ce qui est... Et ça vous permettra ainsi de nettoyer aussi, de faire du préventif sur les descentes pluviales. Et les souches de cheminée, souches de conduite chimique aussi. Oui, bien sûr. Je pensais à ça, oui, bien sûr. Et puis, enfin voilà, ça c'était un des éléments importants. Le deuxième aspect un petit peu de cette intervention, alors on est un chouïa en retard, c'est sécuriser l'immeuble avec la vidéosurveillance. Alors c'est un sujet en fait qui a été très récurrent. Les problèmes de sécurité actuellement nous accaparent beaucoup, j'allais dire presque plus que la rénovation énergétique. Maintenant, systématiquement, vous avez les demandes de pose de vidéosurveillance ou plutôt vidéoprotection. C'est beaucoup plus vendeur la vidéoprotection que la vidéosurveillance. Donc bannissez vidéosurveillance pour vidéoprotection. Et ainsi, vous pourrez installer des caméras. Mais il y a quand même quelques précautions à prendre. Alors, il y a quelques précautions d'usage, ne serait-ce qu'au titre de la résolution que vous allez faire voter, parce que évidemment, c'est un vote en Assemblée générale. Donc, question à l'auditoire, la majorité pour installer des caméras de vidéosurveillance? C'est laquelle? C'était pour réveiller l'audience. Bon, on va vous donner la réponse Allez, par anticipation. pour l'instant, c'est du simple, c'est du 24. Hein, tout ce qui est nécessaire, c'est le 24, le 24A, travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, préservation de la santé et de la sécurité. Donc, c'est du 24. Alors après, il y a des formalités à effectuer. On reviendra tout à l'heure sur le projet de résolution. Je crois qu'on avait intégré le projet de résolution. Alors, il faut distinguer selon que l'immeuble n'est pas ouvert au public, ou ouvert au public. C'est ce que vous disiez à l'instant. Donc, lorsque l'immeuble n'est pas ouvert au public, ça c'est important, il n'y a pas de formalité administrative effectuée auprès de la CNIL. Donc ça c'est important, il y a eu quelques changements il y a quelques années. Le dispositif de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, c'est vrai que dans la sémantique c'est beaucoup plus vendeur, tu as raison, est enregistré dans le registre des traitements des données tenus par le syndic. Oui, parce qu'on est censé tenir un registre des traitements. Et quand ce n'est pas la CNIL, c'est votre RGPD. Oui. Donc en effet, dans votre analyse du RGPD, vous devez inclure la vérification, enfin tout ce qui est relatif aux vidéos que vous avez pu prendre dans les immeubles. Oui, c'est extrêmement important. Et lorsque, en revanche, l'immeuble est ouvert au public, donc sans restriction d'accès, donc là il s'agit d'un immeuble accessible à toute personne, sans restriction d'accès. La porte d'entrée n'est pas forcément équipée de digicode ou d'interphone, ce qui implique qu'on va mettre des caméras. Donc une demande d'autorisation doit être effectuée auprès du préfet de département. Bon, à Paris, c'est la préfecture de police. Et vous avez un formulaire à remplir en ligne. Bon, c'est hyper didactique, c'est hyper simple à opérer. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc où et comment installer des caméras? Alors sur ça, ça ne s'installe pas partout. D'ailleurs, j'ai un cas d'installation assez marrant là, que j'évoquerai tout à l'heure. Les caméras donc, peuvent être installées dans les parties communes afin de filmer uniquement ces parties communes, parking, hall d'immeuble, cage d'escalier courant. Ça, c'est extrêmement important. En revanche, évidemment, les caméras doivent permettre le respect de la vie privée. Donc, elles ne doivent pas filmer les portes des locaux privatifs ou des éléments des domiciles des occupants, jardin privatif, balcon, terrasse, etc. De même, les caméras ne doivent pas filmer la voie publique, sauf autorisation spéciale de la préfecture et de la CNIL. Donc ça, quand vous faites la déclaration, il faut être le plus précis possible. C'est même limite avec des plans, les plans de situation de vos caméras. Alors sur l'installation, c'est vrai que je parlais tout à l'heure avec un prestataire, il voulait absolument demain parce qu'on parlait de fibre optique, on a une problématique de fibre optique, je pense que bientôt il y aura une information qui redescendra avec Orange, il y a le sujet de la fin du cuivre, il y a le sujet et la fin de la 2G, la fin de la 2G et de la 3G avec la petite bagarre entre Free qui met ses trucs sous la voie publique cachée et les points de livraison au pied d'immeuble, mais c'est vrai que sur l'armoire de fibre, mettre peut-être une caméra qui filme l'armoire quand il y a un technicien fibre qui vient mettre la pagaille parce qu'il a débranché
le monsieur du 3e étage pour installer la fibre du jeune couple au 8e étage. Ça pourrait être une bonne idée parfois, parce qu'on pourrait un peu remonter le fil et gérer plus rapidement la problématique. Alors, qui peut consulter les enregistrements ? Alors, les images enregistrées ne sont pas librement accessibles. Et ce n'est pas accessible à tous les occupants. En pratique, donc, peuvent visualiser les images les membres du conseil syndical et le syndic. Enfin, nous, c'est d'abord le syndic et le conseil syndical. Le gardien d'immeuble peut également être autorisé à visionner les enregistrements. Donc ça, vous avez Pas de visualisation en direct. Ouais, pas en direct. Donc c'est que de l'enregistrer. Hein. C'est pas, ça, c'est important. Les images, elles sont consultées en cas d'événements portant atteinte à la sécurité de l'immeuble ou de ses occupants. Cambriolage, vandalisme, agression. Vous avez un registre de consultation de ces enregistrements qui doit être tenu à jour par vous, enfin par nous, syndic. Et ces images ne doivent pas être utilisées afin de surveiller les occupants de l'immeuble et leurs visiteurs. Sur la durée de conservation, ça c'est un élément important aussi, hein, parce que ça c'est tout ce qui est RGPD et CNIL. La durée de conservation des images ne doit pas excéder 1 mois. Donc en fait, c'est vrai que c'est hyper court en fait, hein, comme délai. Toutefois, vous pouvez avoir certaines images qui peuvent être utilisées dans le cadre de procédures pénales. Donc elles sont extraites du fichier pour être conservées pendant toute la durée de la procédure. Mais en fait, encore faut-il y penser. Donc ça c'est un point important quand vous avez ce cas de figure. Ensuite, il faut informer les occupants. Ouais, on prendra la question juste après. Je finis rapidement parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à dire. Vous avez une information qui est faite par vous commandez vos panneaux. Hein. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont à disposition sur le site de la CNIL, avec effectivement les petits pictogrammes qui ont changé de format. Oui, d'ailleurs. ça a changé récemment. Donc on vous a mis les anciens, on vous remettra les nouveaux. Donc, et donc vous avez, ça marque bien effectivement le système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Et donc ce pictogramme, ça doit indiquer les finalités de traitement installées, la durée de conservation des images, etc. Et le DPO, c'est-à-dire celui qui concerne. Donc souvent vous mettez votre mail ou votre téléphone de standard. Après c'était sur les cas, je ne sais pas si on va avoir le temps, c'était en cas de travaux dans la copropriété, donc sur tout ce qui est personnes qui effectuent des travaux dans les parties communes qui peuvent être filmées. Mais bon, il faut une information préalable, ça c'est important. Ouais. Et puis sur tout ce qui est gardien et employé d'immeuble, l'employeur doit informer individuellement les salariés de la mise en place de caméras de surveillance. Dans les résolutions d'assemblée générale, il est important... alors déjà, la commission de copropriété a fait un long travail. Je salue Isoline là, qui l'a mis en forme et que nous avons diffusé dans le cadre des informations régulières sur les informations juridiques avec un modèle de résolution. Et là, vous avez 7 résolutions qui sont, à mon avis, c'est vraiment un package que vous devez utiliser, que vous retrouvez sur le site internet de l'UNIS de toute façon. Mais parmi ces résolutions, il y a l'habilitation qui est très importante. C'est pas n'importe qui peut visualiser, c'est pas un copropriétaire lambda parce qu'on lui a volé son vélo. Il faut faire très attention à ça. Parce que moi j'ai eu la difficulté. Donc il faut bien habiliter quelqu'un par l'Assemblée générale. Et il faut que ce soit uniquement en cas d'incident et d'incident grave. Nous autoriser à pouvoir remettre ces enregistrements aux autorités compétentes. Voilà, c'est en cas d'infraction de procédure, l'Assemblée générale autorise le syndic à remettre les enregistrements à la police, la gendarmerie. Moi, j'ai eu la BRI qui est intervenue dans un immeuble. Alors, on a eu la réquisition 1 an plus tard parce que pour mettre en conformité la procédure qu'ils étaient en train d'exécuter, parce que ils nous avaient pris les enregistrements sans trop nous le dire. Donc, on n'a pas eu trop le choix non plus. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un indispensable. Voilà. Et après, on a l'Assemblée générale décide qu'en cas d'infraction dont est victime un copropriétaire, celui-ci pourra avoir accès à l'extrait d'enregistrement. Voilà, ça vous permettra aussi, vraiment dans un cas grave, de pouvoir l'utiliser. Donc, comme je vous le disais, sur ce point, ouais, sur le dernier point. Sur le Judas, ouais. Ah oui, alors, c'est anecdotique, mais on a la question de temps en temps. Moi, je l'ai eu déjà à 2 reprises. C'est le fameux Judas électronique. Alors, le Judas électronique, c'est une caméra qui est quand même installée vers les parties communes et vers le palier, qui permet de voir ce qui se passe sur le palier. Et donc, elle est souvent orientée vers la porte de son voisin. Donc, en fait, il y a toute une série, mais le support servira, on le rediffusera. Vous aurez tous les éléments. Mais il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a même statué là-dessus. On n'a pas le droit, bien sûr, pour le respect dû
à la vie privée, de filmer en continu et surtout d'enregistrer bien sûr ce qui se passe sur la porte du voisin. Pour autant, si il y avait un Judas, enfin il ne faut pas qu'il soit utilisé autrement que comme un Judas classique. Donc juste pour voir, sans enregistrement. Et Alors en fait, ça, il doit y comment avoir le une action prouver? manuelle. En fait, il faut justement pour éviter l'enregistrement continu, il faut vraiment qu'il y ait une action manuelle qui déclenche visiblement j'en parlais à un avocat, maître de Plater ce matin. Il disait qu'effectivement, il faut qu'il y ait une action manuelle qui déclenche le système. C'est que ça peut pas filmer en continu, effectivement, l'ensemble des finalement Alors, des autres appartements. imaginez-vous si en effet un copropriétaire en face dit mais il visualise chez moi. Bien évidemment, on n'a pas accès aussi facile. Il faudrait passer par un huissier, avec une demande auprès du tribunal pour faire un constat sur requête. Donc là, c'est quand même relativement complexe. La conclusion, je suis navré parce qu'il est 54 et on se doit de tenir l'heure. 3 piliers de la prévention. Contrôler, entretenir, informer. Ça, c'est les piliers, c'est notre mantra finalement qu'on devrait avoir en tant que syndic de copro. Donc tout ce qui est affichage clair des consignes de sécurité, tout ce qui est incendie, évacuation, ascenseur bloqué. Avoir des procédures d'alerte claires, c'est-à-dire qui doit prévenir, le syndic, les prestataires, les pompiers, en fonction Ça des cas. affiché dans les halls d'entrée d'immeubles. Vraiment, ça a l'air ridicule parfois parce que, ou du moins, c'est très rarement fait. Mais ces consignes-là doivent être affichées comme vous les avez dans votre entreprise quand il faut prévenir les pompiers ou la police. Et Ou les le numéros gaz. d'urgence, les premiers numéros d'urgence, Mm. donc en lieu et place de ceux qu'on a dans nos boîtes à lettres, vous savez, les escrocs là, qui nous vendent après des déblocages de porte à 1 500 €, mais nous, syndic, en tant que syndic, on affiche clairement ces éléments dans les parties communes. Et quand il y a une modification législative, profitez de vos lettres trimestrielles pour informer les copropriétaires. Prenez les travails justement d'Isoline qui vous rappellent régulièrement de nouvelles dispositions pour les orienter vers les clients. Servez-vous de ces supports-là parce que c'est vraiment très précieux. C'est une valeur ajoutée que vous allez apporter pour la protection du syndicat des copropriétaires, pour la protection individuelle des copropriétaires et pour la vôtre aussi. Donc je rappelle, contrôler, entretenir et donc informer, c'est un des points les plus importants. Et je rappelle encore, l'employé d'immeuble peut être ce vecteur de communication. Nous les formons aussi aux gestes qui sauvent. Parce que de temps en temps, on peut avoir une clientèle assez âgée et qui est quelqu'un qui était formé pour ça. Les copropriétaires apprécient énormément. Donc n'hésitez pas, surtout. Merci beaucoup. Il y avait une question. Voilà. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est on n'a pas le droit de filmer les parties privatives. Comment on gère les portes des caves et des box à ski? Et la deuxième question, c'est comment on gère les caméras factices? La caméra factice, elle, en fait, comme elle enregistre rien et qu'elle a... Enfin, en termes d'autorisation, de quel type d'autorisation? En En assemblée générale, le problème de parce que la c'est caméra factice, c'est si on met en AG qu'elle est factice, elle ne sert à rien. Ah oui, je Voilà. retrouve. Et si on ne le vote pas en AG, on a une caméra qui potentiellement peut inquiéter. Alors sur les éléments de sécurité, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est quand vous avez un scooter, par exemple, il vaut mieux que le scooter d'à côté soit plus appétissant que le vôtre. Donc plus vous avez un immeuble qui est protégé, et plus ça enverra les éventuels cambrioleurs ailleurs. Sur les caméras, très clairement, c'est plus de la dissuasion, évidemment, parce que ça évite les vols d'opportunités, c'est-à-dire le temps d'un déménagement ou de rentrer ses courses, eh bien, ça peut visualiser des gens. Et moi, sur au moins 3 cas, dont des cas très violents d'agression, on a pu retrouver les personnes. On a pu retrouver les modes opératoires, le fait qu'il y ait eu des repérages, le fait de les visualiser à ce moment-là. Donc sincèrement, quand on dit la caméra ça sert à rien, c'est complètement faux. Complètement. Ma question, c'est sur le factice. Comment on le gère en assemblée On générale? le vote en assemblée générale, mais vous avez des occupants qui ne sont pas censés... Alors même si vous devez normalement inscrire à l'assemblée... En AG, on dit qu'elle est factice. Ah oui, vous pouvez dire que si vous n'avez pas le choix. Ok, et donc sur les portes de cave et de box à ski, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de caméra dans les caves? Vous ne pouvez pas mettre de... Alors, typiquement, on l'a aussi à ces accueils. À mon accueil, il y a une caméra, mais en effet, il y a des pastilles sur les endroits non visualisés. Non, mais les caves et le box à ski sont des parties privatives. Exact. Si on ne peut pas filmer la porte d'un appartement, Vous pouvez pas. on ne peut pas filmer la porte d'une cave. Vous pouvez pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut... Donc c'est impossible de mettre une caméra dans les caves. Non, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas les mettre, en effet. Sauf la partie commune. Ce sera juste la porte d'entrée. Okay. Le sas d'accès. Oui, donc il n'y a pas de solution. Donc, Il y a pas de je solution. vous rends le micro.
Moi, j'ai une gardienne qui revisualisait tout ce qui se passait sur la caméra parce que ça lui permettait d'aller voir les gens qui seraient passés à la loge. Ça, c'est rigoureusement interdit, bien évidemment. Très bien. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup pour votre compréhension parce que on est allé un peu vite.